Soy Rubén Vigil, jefe del área de comunicación y prensa de la Fundación Princesa de Asturias. Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras. Recuerden que es una rueda de prensa telemática, con lo cual deben formular sus preguntas levantando la mano físicamente con la aplicación que ofrece la plataforma o en el chat que tenemos en Zoom. En primer lugar, el señor Carrère les dirigirá unas palabras y a continuación abriremos el turno de preguntas. Cuando quiera, señor Carrère. Eh bien, bonjour. Et m'adresser à vous, c'est avant tout vous dire combien je suis heureux de me trouver ici, combien je suis heureux de me trouver ici pour la première fois. Et dans cette circonstance, le très grand honneur que représente évidemment ce prix de la Princesse des Asturies. Et voilà, si je peux répondre à quelques questions ou à quelques sujets de curiosité de votre part, eh bien, écoutez, je serais très heureux de le faire. Voilà. Tenemos ya una pregunta de Tino Pertierra de la Nueva España. Dice: en yoga recuerda su admiración por los pocos hombres que son conscientes de que vinieron a la Tierra solo para contemplar el cielo, como su amigo Hervé. ¿Se considera uno de ellos? ¿Aspira a serlo? Oui, je le souhaite, mais disons, il y a une catégorie de gens qui ont une espèce d'aspiration à l'unité, dont toute la vie est un mouvement vers l'unité. Et pour ma part, je suis quand même quelqu'un de très divisé. C'est notre lot à tous, hein, certainement. Mais voilà, c'était d'ailleurs un petit peu le sujet de ce livre, c'est la façon dont nous pouvons aspirer à l'unité en dépit et aussi avec nos divisions qui sont voilà, le lot humain. Sí, Jorge tiene la palabra. Europa Press. Quiero referirme a la idea de lo políticamente correcto y el miedo que existe en personas que se dedican a la literatura o la comunicación en general a emitir opiniones discordantes por temor a ofender a alguien, con ejércitos en redes sociales dispuestos a laminar a quien opine distinto y con consecuencias como despidos de personas en trabajo o manifestaciones en las universidades frente a determinadas conferencias. ¿Nota usted que se autocensura en los últimos años o evita ciertos temas para no meterse en líos? Gracias. Alors je me pose la question, est-ce que je m'auto-censure ? Il me semble avoir pas fait jusqu'à présent, à aucun moment. Mais je pense que plus les années passent, plus la tentation de le faire, le risque d'avoir à le faire existe. Non, c'est vrai que il y a énormément de jugements, d'opinions, de choses comme ça, y compris chez les plus grands écrivains, les plus grands penseurs qui aujourd'hui les voueraient aux gémonies. Donc, pour l'instant, je me suis pas encore trouvé en position de faire attention. Peut-être c'est lié à la nature de ce que j'écris, encore que même pas. Tout de même, un livre comme Yoga est un récit autobiographique dans lequel sont mis en scène certains des aspects les moins flatteurs de l'expérience humaine. Donc j'aurais peut-être dû le faire avec plus de précaution. Je ne l'ai pas fait, tant mieux. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tenemos una pregunta de Raúl Molina de la agencia EFE. Dice: ¿qué ha cambiado en su forma de seguir el juicio contra Jean-Claude Roman y la cobertura que ahora está dando al proceso por los atentados de la Sala Bataclan? Pese a las diferencias entre aquel acusado y los terroristas a los que ahora se juzga, ¿aprecia algún paralelismo entre ambos?
C'est tout de même très différent. Hein. Le procès roman était typiquement un procès d'assises dans lequel sont en jeu des rapports humains, psychologiques entre des personnes qui se connaissent et dont justement c'est le lien très, très, très fort, très, très intime qui est le ressort de cette terrible histoire. Ce qui fait que ces attentats sont à l'opposé, c'est précisément qu'il n'y a aucun lien entre les assassins et les assassinés. Non seulement ils ne se connaissaient pas, mais les assassinés ne soupçonnaient même pas l'existence des assassins. C'est une pur effet de surprise. Ils ont été tués de façon totalement arbitraire, sans aucun lien. Donc c'est d'ailleurs presque la définition du terrorisme. Hein. Ce qui est terrifiant, c'est aussi que on n'y échappe absolument pas dans la mesure où on n'est pas, où aucune raison, même ténue, je ne parle pas de justifier le crime, mais de l'explique. Tenemos otra pregunta de Tino Pertierra de la Nueva España. Dice, ¿dirigir a actores es más o menos estresante que pelear con los personajes de un libro? Les personnages d'un livre, c'est sûr qu'ils vous obéissent au doigt et à l'œil, comme on dit en français, c'est-à-dire comme ils sont issus de votre... Mais cela dit, souvent, moi, le genre de livre que j'écris, ces personnages ne sont pas imaginaires. Donc, des questions se posent qui sont assez proches de celles qui se posent quand on dirige des acteurs. Dans mon expérience, diriger des acteurs a toujours été, enfin ça m'est arrivé 2 fois, mais ça a toujours été somme toute quelque chose d'assez facile, enfin en tout cas qui s'est passé dans des conditions humainement agréables, confiantes et amicales. Que ce soit avec des acteurs professionnels ou comme ça a été le cas dans le nouveau film que j'ai réalisé et qui va être montré ici à Oviedo ce soir, avec des acteurs non professionnels comme les actrices qui jouent autour de Juliette Binoche. Nos pregunta también Tino Pertierra si volverá a la ficción y si la pandemia le ha inspirado alguna idea. Revenir à la fiction, disons, c'est pas dans les projets immédiats. Rien n'est impossible, hein, mais c'est pas il n'y a pas de raison que ça arrive dans les temps qui viennent. La pandémie, disons pareil, c'est pas pour moi à l'ordre du jour. Mais c'est sûr que je pense que c'est un défi pour tous les écrivains, enfin pas les écrivains, les cinéastes, les gens qui font une espèce dont le métier est de donner une représentation réaliste du monde et de la réalité. Oui, pour l'instant, à ma connaissance, il n'en est pas encore résulté de livres, de films, de séries qui ont convaincu tout le monde. Mais ça va forcément arriver, forcément. Un événement mondial comme ça, à un moment, il va être vraiment représenté. Raúl Molina, de la agencia EFE, pregunta, ¿se siente cómodo si se etiqueta su obra dentro de lo que un día se denominó nuevo periodismo? Oui, pourquoi pas. Vous voyez, l'usage en France, et je ne sais pas si c'est le cas en Espagne, c'est de mettre sous le titre d'un livre un sous-titre, quand par exemple roman. Moi, ça fait très longtemps que je ne mets pas roman. Donc, et parce que non, pas du tout. Enfin, c'est pas que je. Au fond, pour moi, est-ce que c'est des romans, de la fiction, de la non-fiction, du nouveau journalisme, de l'autofiction? Je veux bien un peu tout ça, mais j'aime mieux ne pas le mettre. Pour moi, c'est des livres, c'est des récits, c'est de la narration. Voilà.
Mais oui, on peut mettre nouveau journalisme. La Nueva España nos envía una nueva pregunta. ¿La banalidad está infravalorada? La banalité est-elle sous-estimée? Alors, c'est... Je réponds un peu à côté à votre question, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, j'étais en train de lire le très fameux essai de Hannah Arendt sur le procès Eichmann, qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, qui est dans lequel elle a développé cette notion très controversée à propos du nazisme, de la banalité du mal. Et je me pose, on est obligé de se poser la question en ce moment, justement, quand on suit comme moi ce procès dont vous parliez tout à l'heure des attentats de 2015, où on se demande un peu, puisqu'on voit ces 14 hommes qui sont dans le box des accusés et qui sont des figures un peu pas à la hauteur du mal, on se pose de nouveau cette question-là de la banalité. Et je ne sais pas bien quoi y répondre. Inmaculada Rivas de la cadena COPE plantea ¿qué proyectos inmediatos tiene? Un projet immédiat, c'est ce dont on parlait, c'est de suivre ce procès qui va quand même durer, qui dure 1 an, qui est commencé en septembre, qui va se terminer dans le meilleur des cas à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment une activité à plein temps, à plus que plein temps, qui donne lieu... Voilà, j'écris des chroniques hebdomadaires pour le magazine français L'Obs, dont je sais qu'elles sont reprises dans El País. Ça, c'est plus qu'un projet, c'est une activité, mais qui va possiblement déboucher sur un livre. Mais ça, je préfère ne... Voilà, j'ai pas besoin de le décider tout de suite, on verra bien. Nueva pregunta de la Nueva España. ¿Qué frase del budismo le gusta más? Quelle phrase me plaît le plus? J'ai pas bien compris. Del budismo. Ah! Alors, il y a une phrase que j'ai citée à plusieurs reprises de livre en livre, qui est une phrase d'un sutra bouddhiste, qui dit l'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre ne connaît pas la réalité. Je pense que c'est une phrase qui contient une très grande vérité, qui est assez contre-intuitive. On a l'impression que justement une hiérarchie dans l'humanité, dans les accomplissements humains est une évidence. Mais derrière cette évidence, il y a sans doute cette vérité-là. La agencia EFE insiste con una pregunta que había formulado anteriormente. ¿Podría concretar de qué manera ha cambiado su manera de afrontar el juicio de Bataclan y el que dio origen al adversario? Pour le moment, c'est la même chose. Ça consiste à suivre un procès. Un procès, c'est vraiment une dramaturgie très forte, c'est même quelque chose d'assez addictif, hein, un grand procès. Tous les gens qui en ont suivi, les chroniqueurs judiciaires, les journalistes qui suivent des procès, c'est des gens qui échangeraient leur activité contre rien au monde. Donc, d'une certaine façon, c'est pareil.
Sauf que déjà, il y a cette différence de longueur. Si vous voulez, le procès roman, c'est un procès qui durait 2 semaines environ. Là, c'est un procès qui dure 9 mois. Ça veut dire qu'on est installé dans une durée, dans un souffle complètement différent. Et c'est quand même des procès, encore une fois, où les crimes sont de nature très, très, très différente. Nueva pregunta de la Nueva España. ¿Qué le indigna más cuando ve las noticias diarias? Je pense que ce qui m'indigne le plus, c'est l'incroyable étendue du malheur, et notamment du malheur social, du malheur qui est lié à... parce que si vous voulez, il y a le malheur auquel... voilà, on ne peut rien, je veux dire les catastrophes naturelles, les choses comme ça, mais il y a le malheur lié à l'inégalité, à la misère aussi économique et politique. C'est ça, bien sûr, qui m'indigne. Je veux dire, c'est très banal, hein. Mes indignations sont celles du citoyen moyen, du lecteur de journaux moyen. Disons, c'est la différence entre ce à quoi on pourrait remédier et ce à quoi on ne peut pas remédier. Juanjo Jambrina, de la revista Jot Down, le plantea esta cuestión. ¿Publicará alguna vez el contrato que firmó con su exesposa para no hablar de su relación con ella, al ser un hito inédito en la literatura? Oh bon, non, je ne veux pas le publier, là, franchement, je préfère avoir tourné cette page. Y tenemos una última pregunta de la Nueva España. Dice, Freud dijo que la salud física es ser capaz de amar y trabajar. ¿Lo comparte? Je suis d'autant plus d'accord que je citais cette phrase. Oui, je pense que c'est vraiment le critère, ce critère de la santé psychique, être capable d'aimer et de travailler, il est très... oui, ça marche, c'est très convaincant, c'est très opératoire. L'autre critère, il y a une autre phrase de Freud, il dit que la santé psychique ou le résultat satisfaisant d'une analyse, c'est de passer du malheur névrotique au malheur ordinaire. Le malheur ordinaire étant ce à quoi on ne peut pas échapper, de toute manière, qui fait partie de la condition humaine, c'est-à-dire la mort de personnes qu'on aime, la maladie, l'agression du dehors, tout ça, voilà, ça on ne peut pas y couper si on est un être humain. Le malheur névrotique, c'est le malheur qu'on se fabrique soi-même, et ça, c'est ce que, en principe, idéalement, la psychanalyse peut entamer.